jeu de lumière et d'ombre dans une masse d'écume mouvante. C'est la chute du Doubs qui chevauche la frontière franco-suisse, lieu de visite et de pèlerinage pour les amateurs de beauté naturelle et de points de vue pittoresques. Le Doubs, né en source vive près de Mout, au pied du Rizou, parmi les hêtres, se mue en cascade encore inutile. Puis il s'étale dans le décor jurassien mollement. Il trace sa route en méandre. Déjà Strabon l'appelait le vert, à cause de cette couleur unique parmi les arbres et la douce lumière. Serpente coquettement. Il est la voie claire sur laquelle glissent les barques et les bateaux chargés de touristes. Puis il s'étale dans les bassins appelés du côté français lac de Chaillexon et du côté suisse lac des Brenets. Le reflet du décor sylvestre est aussi net, aussi dense que l'image réelle. Et le promeneur lit sa route dans un paysage que fend l'étrave. Le voisinage de la frontière, les rives boisées et inaccessibles, c'est le cadre rêvé des légendes, des histoires de contrebandiers et d'émigrés. Sorti de cette calme et lumineuse platitude, le Doubs est coupé de rapides. La secousse titanesque qui a précipité les blocs de rochers semble avoir voulu en barrer le cours. Le flot bouillonne, sorti enfin de sa torpeur. Alors une rumeur emplit l'espace, et le Doubs, masse écumante et rugissante, se précipite dans une cascade obscure et claire, dans un nuage de fines gouttelettes. Ce décor naturel est précieux à l'apanage touristique des deux pays, France et Suisse. Et la difficulté semblait grande de conserver le pittoresque du paysage tout en utilisant la force motrice. La ligne profonde, le Talweg du Doubs, marque la frontière symbolique mais réelle. Les eaux, les arbres sont les mêmes sur les deux rives. Rien ne saurait les distinguer. Mais de cette fraîche et gazouillante rivière s'élève jusqu'à l'infini une muraille invisible qui sépare deux peuples. Ici, le Pissou, agglomération française. Là, les Brenets, coquette bourgade suisse, dominant le Doubs, porteur de richesses perdues que des ingénieurs vont récupérer. Dans la vallée étroite, deux pointes de rochers avancés forment un étranglement, la Grande Beule. Longuement, le travail du barrage fut préparé. Le Doubs est une rivière au tracé fantaisiste. Dans la région de Villers-le-Lac, la chute dite au Châtelot, à cheval sur la frontière, a fait en août 1932 l'objet d'une convention entre la Suisse et la France. Mais les travaux n'ont commencé qu'en 1950. Et 3 ans plus tard, à l'achèvement du barrage, la production sera répartie également entre les deux États. Sur 5 km de long, la différence de niveau est de 97 mètres, soit de la côte 716 au saut du Doubs à la côte 619 dans la région des Graviers. Dans cette solitude, une auberge, le Châtelot, donnera son nom au futur barrage. Dans la sauvage cluse jurassienne, aucun accès du côté français. Un unique sentier est accroché à la rive suisse. Mais l'exécution succède rapidement au projet. La première victime de l'entreprise humaine est l'arbre. Il tombe, majestueux sous la hache et la scie. C'est le dur labeur des hommes et des bêtes. La place à faire pour les futures machines, abattre, scier, débiter durant des semaines, avec la courte halte de repos. L'emplacement prévu pour le barrage lui-même, pour l'immense réservoir, doit être dégagé d'abord. Les ingénieurs, les équipes sont installés sur la pente abrupte. Des abris provisoires, des bureaux surgissent entre les arbres. Les éperons rocheux sont dégarnis de toute végétation. Les premiers travaux, les terrassements, commencent dans le lit du Doubs même. C'est l'âpre période de l'effort de l'homme.
faut tirer à main les wagonnets, préparer l'assèchement et poursuivre le déboisement des pentes. Les batardeaux sortent de la terre et de l'eau. Les premières machines entrent en action. Il faut à toute force assécher le lit du Doubs. En quelques mois, les batardeaux seront achevés. L'effort de tous redouble, luttant dans la boue et dans l'eau pour faire la fouille. Sonnettes et pales-planches multiplient le rendement humain. Les pompes crachent sans arrêt. L'eau est évacuée. C'est une lutte de vitesse avec le courant. Parallèlement à la rivière, en pleine montagne, en plein roc, une galerie d'évacuation est creusée. Les perforatrices n'arrêtent guère. La galerie s'avance, dont le débouché amènera le Doubs en aval des travaux. La nature même grandit la peine des hommes, et le dur labeur va être menacé. Un fléau surgit qui eût pu détruire le fruit de plusieurs mois de travail. Une crue subite menace d'emporter les premiers éléments construits. La force et la violence du courant ébranlent les pales-planches. Le torrent noie le matériel, mais la catastrophe aurait pu être bien plus importante. Heureusement, la galerie déjà percée permet un écoulement supplémentaire au débordement. Au matin d'automne, une mer de brouillard emplit la vallée. Elle suit les courbes et pèse de sa froide humidité sur les travailleurs. Puis c'est l'hiver. La température des hivers jurassiens est rigoureuse.
Le travail d'ensemble cesse sur le chantier. Seul l'entretien est assuré. Autant de retard dans l'exécution finale. Dès la fonte des neiges, les équipes sont à pied d'œuvre. La lutte reprend pour la discipline du courant. Les travaux préliminaires sont avancés, les bâtardeaux sont achevés. Les lourdes pierres retenues dans des treillis métalliques, des gabions, seront de solides obstacles. Les pales-planches sont dressées et glissent l'une contre l'autre. Elles descendent et forment la porte qui interdira le passage au courant. La rivière va être détournée. L'obstacle continue à s'enfoncer vers la surface de l'eau. Durant la nuit, la fermeture est terminée. Le Doubs n'a plus pour s'écouler que la galerie souterraine, d'où il jaillit discipliné, semble-t-il. L'eau suinte et stagne derrière les portes. Le lit de la rivière n'est plus qu'un bras mort, transformé aussitôt en nouveau chantier. Pour accrocher le barrage aux parois rocheuses, des travaux préparatoires sont nécessaires. Il est midi. C'est pour les équipes l'heure du repos. Et des repas. C'est aussi l'heure des artificiers. À l'étranglement de la Grande Beuse, les travaux du barrage continuent. Mais à quelques kilomètres à l'aval, des travaux au moins aussi importants préparent l'emplacement de l'usine. Tout d'abord, au milieu des prairies jurassiennes, ont été construites les maisons des ingénieurs. Aucune voie d'accès pour atteindre le chantier de la future usine. Il a fallu construire un funiculaire à pente très raide qui véhicule marchandises, matériaux et personnel.
Dans un espace étroit, l'usine devra s'élever. Et ce n'est pas le moindre mal que de remblayer, empierrer, fabriquer de toutes pièces un emplacement dont chaque pouce doit être pris tant sur le rocher que dans le lit du Doubs. À coups d'explosifs, il faut creuser le chenal et en diriger le cours. Les coffrages des turbines sont mis en place, chef-d'œuvre des charpentiers et des menuisiers. Le bois continue à régner dans le domaine des arbres. Et malgré toutes les difficultés, les bâtiments sortent de terre. Ils s'élèvent. L'enchevêtrement des tiges métalliques forme la carcasse, l'ossature du gros œuvre de l'usine. Une construction aussi importante que celle d'un barrage demande le concours de chantiers qui se répartissent sur une grande distance. Dans celui qui nous occupe, il faut aller chercher dans les carrières de Mamirol, près de Besançon, la pierre et le gravier. Le transport a lieu par camion. Par voie ferrée, le sable de rivière arrive à la gare de Villers-le-Lac. Il y est entassé avant son transport au barrage. Sur la rive française, il a fallu construire des routes pour atteindre les emplacements où se dressent les énormes silos. Les matériaux sont transportés par une pente raide jusqu'aux bétonnières accrochées aux parois à pic jusqu'alors inaccessibles. C'est toujours dans des paysages de grande beauté, baignés de limpides lumières, que s'effectuent les travaux. L'effort des ingénieurs restera constant, ne rien abîmer, ne rien démolir de ces points de vue chers aux touristes. Pierre, gravier, sable et ciment donneront le béton.
deux mouvements successifs pour transporter et transformer la pierre de Mamirol en épaisse paroi, structure même du barrage. Les bennes de béton sont saisies par des grues qui les déposent sur le chantier même. C'est le règne de la machine que dirige l'intelligence et la main de l'homme. Pour lui donner une plus grande compacité et force de résistance, les ouvriers vibrent le béton. Le béton vibré est la base des grandes réalisations modernes. À la partie inférieure du barrage, des ouvertures sont réservées. Ce sont les vannes. Il n'est guère possible de comparer cette très moderne activité avec la beauté des paysages sauvages d'autrefois. Pourtant, le travail des hommes est empreint de réelle grandeur, et les moyens en sont dignes d'admiration. Voyons par exemple l'originalité des carcasses de bois, comparables à des mouches à rabier. Mais un deuxième hiver rythme le temps. Encore une fois, tous les travaux s'arrêtent. Une neige épaisse recouvre la terre et les monts. Le grand silence ouaté n'est même pas brisé par les pelles des ouvriers dégageant la neige. Quand reviennent les beaux jours, une vague de sécheresse sévit. Le Doubs n'est plus qu'un filet d'eau entre les pierres. Alors on comprend le choix de l'emplacement du barrage. En effet, du sol et des parois rocheuses jaillissent les eaux vives de sources et de cascades appelées résurgences. Elles déversent le trop-plein de rivières souterraines, ou laissent seulement s'écouler comme à travers des fissures l'eau des bassins. Le barrage du Châtelot ne manquera donc pas d'alimentation. Chaque jour voit désormais la construction s'accélérer. L'achèvement est en cours. Tout est minutieusement surveillé. Ici, les soudeurs terminent les raccords.
Là, il faut empêcher le béton de prendre trop vite et les lances d'arrosage sont en action. Là, le mouvement croisé des grues et des trains qui unissent dans un même effort la France et la Suisse. Toute cette activité pour créer une œuvre utile à deux peuples. Sur la rive suisse du barrage est le départ de la galerie d'Amné, qui aboutit sous terre et sous roc à l'usine, dans les conduites forcées. Les travaux de l'usine durent un temps égal à ceux du barrage. Les difficultés d'accès, l'exiguïté de l'emplacement sont autant d'obstacles à surmonter. Pourtant, les bâtiments sortent des coffrages. Tant que les travaux dureront, le bois continuera à jouer son rôle de première importance. C'est le dernier hiver, le plus rigoureux durant lequel la température descend à moins 24 degrés. Les derniers dégagements continuent alentour du barrage. Les madriers sont tirés. Les câbles électriques posés provisoirement sont enlevés. Enfin, l'arbre, première et dernière victime, va être abattu. La cluse est prête, nette pour accumuler entre ses parois l'eau qui la transformera en un vaste réservoir. Les organes internes du barrage, la chambre des vannes est au point. Il suffit de mettre en marche la machinerie pour que l'eau bouillonnante soit d'abord maîtrisée. Puis un autre tour de vis et la vanne fermée interdit désormais le passage du flot. La pâle lumière d'hiver s'attarde sur les rives scintillantes de givre et sur le doux fumant. Le remplissage est commencé. Au fur et à mesure des besoins, la vanne du canal Amné sera ouverte.
Sous la chute de 30 mètres, les turbines et les alternateurs transformeront en énergie électrique la puissance vive des eaux courantes. Dans l'étroit passage qui lui est réservé, l'usine grandit, presque dans le lit du Doubs. Déjà sur la plateforme extérieure, les départs des lignes, les disjoncteurs se dressent. Les turbines et les alternateurs sont descendus par le funiculaire en pièces détachées et montés à l'usine même. Tant de peine, tant de bruit, 3 ans de travail, des millions de tonnes de matériaux ont-ils réussi à détruire la classique beauté du point de vue? La chute du Doubs est intacte. Un nouveau lac, un bassin aussi majestueux que ceux des Brenets et de Chaillexon. Où la forêt se reflète dans un silence retrouvé. Le barrage du Châtelot est terminé. Barrage voûte de 74 mètres de hauteur, constituant une réserve de 16 millions de mètres cubes d'eau, pouvant produire annuellement 100 millions de kilowattheures. Ceux qui l'ont construit sont là, rayonnants, fiers de leur labeur récompensé, de cette nouvelle beauté qu'ils ont créée, de cette richesse amassée au profit des 2 pays voisins et amis. Heureux peuvent être ceux qui ont peiné, car est-il joie plus grande que d'améliorer la condition humaine?